Bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents pour le webinaire d'aujourd'hui. Je m'appelle Émy Desilets, je suis assistante directrice à la recherche aux producteurs laitiers du Canada. Cette série d'événements est organisée par les producteurs laitiers en collaboration avec Acer Consulting. Donc, aujourd'hui, on vous présente le 10e d'une série d'environ une quinzaine de webinaires qui mettent en vedette des chercheurs et des étudiants dans le domaine de la production laitière et certains projets de recherche qui sont financés par les PLC avec aussi d'autres partenaires. Aujourd'hui, nous abordons le sujet de la valeur nutritive des fourrages par l'amélioration génétique et la gestion des cultures. Pour une meilleure qualité audio, on vous demande, s'il vous plaît, de rester en mode silence, donc de garder vos micros fermés. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter Steve ou Julia de Acer, vous pouvez les retrouver, les contacter par la fonction chat en bas de votre écran. Je vous invite aussi à nous envoyer vos questions dans le chat au fur et à mesure de la présentation. Puis à la fin, là, on fera de notre mieux pour répondre à toutes ces questions vers la fin du webinaire. Les travaux de recherche qui sont présentés aujourd'hui ont été rendus possibles grâce au financement qui est obtenu du Partenariat canadien pour l'agriculture dans le cadre de la grappe de recherche laitière, dont les partenaires majeurs étaient Agriculture Canada, les producteurs laitiers du Canada, le conseil de recherche DairyGen, de Lactanet et Novalet. Je voudrais maintenant vous présenter nos deux conférenciers d'aujourd'hui. Dr. Annie Claassen est chercheuse au Centre de recherche et de développement d'agriculture et agroalimentaire Canada à Québec. Bonjour Annie. Ces recherches visent principalement l'amélioration génétique des légumineuses et graminées fourragères pour augmenter leur valeur nutritive, leur tolérance au stress et leur productivité. On a aussi avec nous Dr. Philippe Séguin, qui est professeur à l'Université McGill. Bonjour Philippe. Les recherches de Philippe se concentrent sur la gestion, la physiologie et l'écologie des cultures fourragères, ainsi que sur l'évaluation de nouvelles espèces et de nouvelles utilisations pour les fourrages dans l'Est du Canada. Donc, Annie et Philippe, la parole est maintenant à vous. Annie, on ne t'entend pas, je crois que tu es sur mute. Oui, désolée. Ça va, ça va. Je suis toujours pas à l'aise. Est-ce que vous voyez bien mon écran, la présentation? Oui? Oui, oui, OK. tout est bon. Alors, notre projet de recherche dans le cadre de la grappe laitière impliquait 17 équipes de recherche qui étaient localisées dans 7 centres de recherche et de développement d'agriculture Canada et dans 4 universités canadiennes. Ce projet portait sur l'augmentation de l'utilisation et de la production de la luzerne au Canada et avait 2 objectifs principaux. Aujourd'hui, on va vous présenter l'objectif numéro 1, qui était l'amélioration de la valeur nutritive des fourrages en jouant sur le ratio énergie-protéines. Donc, c'était une équipe multidisciplinaire, ce qui nous a permis de travailler et sur l'amélioration génétique en essayant d'augmenter les sucres dans la luzerne et sur la gestion des cultures qui permettait d'évaluer l'équilibre énergie-protéines de différents mélanges à base de luzerne. On avait aussi un volet qui était en nutrition animale qui nous a permis de faire une incubation in vitro afin de faire la preuve du concept qu'un meilleur équilibre énergie-protéines de la luzerne pouvait améliorer la synthèse de protéines microbiennes. Donc, pourquoi travailler autant sur la luzerne? C'est que c'est le principal légumineuse en Amérique du Nord. C'est la légumineuse qui a le plus haut rendement de 6 à 8 tonnes par hectare, qui a une très bonne persistance de 3 à 5 ans, tout dépendant de la régie, qui est rapide à s'établir et compétitive, qui a une excellente tolérance à la chaleur et à la sécheresse, qui va nous être utile dans les prochaines années, qui fixe l'azote atmosphérique grâce à la symbiose avec le rhizobium et qui est riche en protéines brutes, qui nous intéressent particulièrement.
Sauf que sa protéine est très dégradable, qui, qui peut causer un problème s'il n'y a pas un apport assez important d'énergie simultanément. Donc, car l'utilisation de l'ammoniac par les microbes du rumen dépend principalement du taux de libération et de l'équilibre entre l'énergie et la protéine rapidement dégradable. Il n'y a pas cet équilibre une concentration d'ammoniac plus importante va être absorbée par l'animal et va être excrétée dans l'environnement sous forme d'urée. Donc, si on apporte un plus grand apport d'énergie dans le rumen, on va avoir davantage d'ammoniac et d'acides aminés qui vont être absorbés par le micro-organisme et incorporés dans les protéines microbiennes, ce qui va nous permettre d'améliorer le rendement laitier, la teneur en protéines du lait, augmenter l'efficacité d'utilisation de l'azote et réduire les pertes d'azote dans l'environnement. Alors, pour travailler sur les ratios, on travaille sur la mesure de l'équilibre entre les glucides rapidement fermentescibles et les protéines. Donc, on peut augmenter soit l'énergie, donc les glucides, ou diminuer les protéines, qui est souvent peu souhaitable. Donc, plusieurs études ont d'ailleurs démontré qu'une augmentation du ratio glucides sur protéines brutes chez les graminées pouvait augmenter l'efficacité d'utilisation de l'azote. Cependant, il faut faire attention parce que au niveau des légumineuses et des graminées, il y a des différences au niveau de leur concentration, de leurs composantes en sucre. Donc, chez les graminées, on voit principalement fructosane et des sucres solubles comme glucides fermentescibles dans le rumen, ce qu'on appelle les glucides solubles dans l'eau. Alors que chez les légumineuses, c'est plutôt des sucres solubles, de l'amidon et des pectines, qui sont les glucides fermentescibles dans le rumen, ce qu'on appelle les glucides non fibreux. Donc, avec les légumineuses, on va parler plutôt du ratio glucides non fibreux sur protéines brutes. On en vient maintenant à l'amélioration génétique. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est des sélections récurrentes pour essayer d'augmenter le niveau de glucides chez la luzerne. Donc, ça a commencé dans les années fin 80, début 90. Humphrey, en Royaume-Uni, a développé un cultivar de Rega qui était plus riche en glucides, qui étaient les glucides solubles à l'eau. Il a augmenté d'à peu près 4 la quantité de glucides dans le régras et il a vu une amélioration de la performance animale. Dans les années 2000, Parson, lui, a estimé la valeur minimale pour avoir un effet sur l'animal, c'était d'avoir une augmentation de 4 de matière sèche des glucides solubles à l'eau. Il y a très peu d'efforts qui ont été faits au niveau des légumineuses et particulièrement de la luzerne. Alors, il y a Tickle dans les débuts des années 2000 qui, lui, a plutôt focusé sur la pectine au niveau de la luzerne et il a réussi à augmenter de 0,5 la concentration de pectine dans la luzerne comparativement à la population de base. Nous, on s'est plutôt penché sur la concentration des sucres solubles et de l'amidon. Et on a réussi à augmenter de 1 la concentration de ces sucres-là comparativement à une population de base après un cycle de sélection. Donc, ça nous a encouragés et grâce à la grappe laitière 2, ça nous a permis d'améliorer notre méthode de sélection. On s'est rendu compte qu'avec les sucres solubles et l'amidon, il y avait une grande fluctuation au niveau de la journée, au niveau du feuillage. Donc, ce n'était pas très stable et ça ne nous permettait pas d'identifier de façon très précise les génotypes qui avaient une concentration plus élevée en sucre. Alors, ce qu'on a fait, c'est que dans la grappe laitière 2, on a sélectionné sur la base de la tige, donc qui était beaucoup plus stable, et on a incorporé la pectine après les travaux de Tickles. Donc, on utilisait les glucides non fibreux. Ça nous a permis de développer des nouvelles populations. On a parti de 4 bases génétiques différentes et on a fait 3 cycles de sélection récurrentes. On a mis au champ 2000 génotypes de luzerne et on les a mis à une régie de 4 coupes par année pendant 4 ans. Les 1000 meilleurs génotypes avec la meilleure vigueur et le meilleur rendement ont été évalués pour leur concentration en GNF dans les tiges. Les 50 meilleurs ont été croisés
pour produire la population GNF1. À partir de cette population-là, 1000 génotypes ont été remis au champ, ont été évalués pour leur vigueur et pour leur concentration en énergie dans la tige. On a croisé les 50 meilleurs et on a produit la GNF2, et ainsi de suite pour produire la GNF3. À partir de la population aussi de base, donc les 1000 meilleurs génotypes, on a choisi au hasard 40 génotypes afin d'avoir une population pour pouvoir comparer nos cycles de sélection récurrentes. Ces cycles-là ont été évalués au champ, les 4 populations, à 3 sites à travers le Canada, et on a évalué leur rendement annuel et la valeur nutritive. La valeur nutritive a été évaluée sur le plan entier, donc la concentration en sucre, afin de savoir si en sélectionnant sur la base des tiges, on avait un effet sur le plan entier, ce que la vache va manger. Donc, les résultats au niveau des glucides non fibreux, on peut voir le graphique ici pour les 4 populations, la population de base, le GNF0, avec les 3 autres populations de sélection récurrente. On peut voir qu'il y a une augmentation graduelle des concentrations en GNF qui passe de la population de base à la population GNF3 avec une augmentation de 7 et une augmentation de 12 des sucres solubles et de l'amidon. On peut voir que la pectine ne bouge pas à travers les cycles de sélection. Donc, c'est surtout les sucres solubles et l'amidon qui nous a fait augmenter la concentration en GNF. Cette augmentation s'est répercutée sur une augmentation de 1,4 de matière sèche entre la population de base et la population améliorée. On sait d'après Parsons qu'il nous faut une augmentation de 4 de la matière sèche afin d'avoir un effet sur la performance en se basant sur les données des graminées. Alors, on a encore du travail à faire. Mais quand on fait une sélection comme ça sur une composante de la luzerne, il y a les autres composantes qui ont une répercussion. Donc, si on sélectionne pour les sucres solubles, l'amidon, la pectine, on va avoir une autre composante de la luzerne qui va diminuer. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet indirect. Donc, est-ce qu'on a au niveau de la protéine brute, on peut voir qu'on n'a eu aucun effet négatif. Il n'y a pas eu de changement significatif au niveau de la concentration en protéines brutes. C'est resté similaire. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on avait trouvé lorsqu'on avait fait une sélection sur la luzerne en se basant sur les sucres solubles et l'amidon. On avait vu une baisse de la protéine brute. Mais Tickle, qui avait fait une sélection sur la pectine, avait vu une corrélation positive entre la pectine et la protéine brute, ce qui pourrait expliquer qu'on n'a pas de différence significative au niveau de notre protéine puisqu'on n'a pas touché à notre pectine. Un autre effet indirect, donc, c'était le NDF. On a diminué la concentration d'NDF dans nos populations avec les cycles de sélection, qui a fait augmenter la digestibilité de nos populations. Entre la population de base et la population GNF3, on a augmenté de 1 la digestibilité de nos fourrages, ce qui était comparable à ce que Tickle avait observé en sélectionnant pour la pectine. Et nous, on n'avait pas vu de différence significative avec les sucres solubles et l'amidon. Donc, un autre effet indirect, c'est sur le rendement annuel qu'on voulait voir si on avait eu un effet, mais il n'y a pas d'effet significatif sur le rendement. Donc, notre 3e cycle de sélection, nos plantes avaient le même rendement que nos populations de base. Et le ratio énergie-protéine a été augmenté. Donc, de 0 à 3, on a augmenté de 1,1 à 1,2. Le ratio était plus élevé. On sait chez les graminées qu'une amélioration de l'efficacité d'utilisation de l'azote va avec un ratio qui peut aller jusqu'à 1,4, 1,5. Donc, on pourrait penser qu'il y a place encore à amélioration. C'est ce qu'on a fait. On a fait un 4e cycle de sélection qu'on a évalué en serre avec nos 4 autres populations. On a évalué le rendement et la valeur nutritive, donc la concentration en sucre sur les plants entiers. Ce qu'on a trouvé, c'est qu'en conditions contrôlées, on avait des concentrations plus élevées de sucre chez toutes les populations et qu'il y avait une différence entre la population 0 et 3 qui était significative, qui était de plus 13 glucides non fibreux et de plus 19 de sucre soluble et d'amidon. Avec notre 4e population, on a encore fait un progrès. On est arrivé à 20 de GNF et une augmentation comparativement à la population de
base de 35 de sucre soluble et d'amidon, ce qui nous a amené finalement à une augmentation de 4,6 de matière sèche. Et on sait qu'il fallait au moins un 4 de valeur minimum d'augmentation pour avoir un effet sur la performance de nos animaux. Donc, encore là, il va falloir aller voir au champ si ça se maintient, mais comme toutes les populations ont eu une augmentation, on peut croire qu'on va voir cette différence-là aussi au champ. Donc, est-ce qu'il y a eu des effets indirects de la sélection sur notre quatrième population? On peut voir que pour la protéine brute, il y a eu une diminution. Elle n'était pas significative, mais une petite diminution de protéines brutes. Mais ce qui est surtout démarqué, c'est une diminution importante de la fibre et de façon concomitante, une augmentation de la digestibilité qui n'a pas affecté le rendement de nos plantes. Et le ratio d'énergie sur protéines a été augmenté. Donc, c'est des très bons résultats qui nous donnent espoir qu'on va pouvoir sortir un cultivar. Donc, à retenir, c'est que l'amélioration génétique nous permet d'améliorer la concentration en GNF chez la luzerne, que cela se fait aux dépens principalement de la fibre, mais qu'on a pu voir au niveau de la quatrième cycle de sélection qu'il y avait une petite baisse de la protéine qu'il va falloir tenir en compte si on fait un prochain cycle de sélection, qu'il y a une meilleure digestibilité, qu'il y a un meilleur ratio énergie-protéine, ce qui nous permet de penser qu'il y a une meilleure efficacité d'utilisation de l'azote, et que la prochaine étape, c'est des essais au champ pour la population GNF4. Je vais passer la parole à mon collègue Philippe pour vous parler de la gestion des cultures. Merci, Annie. Ça ne sera pas long. Donc, excusez. Donc, merci Annie. Donc, ça va me faire plaisir de poursuivre donc cette présentation. Et ce que je vais faire donc pour les prochaines minutes, c'est de partager avec vous les résultats donc de ce deuxième volet du projet. Et dans ce deuxième volet, ce qu'on a fait, c'est essentiellement, c'est qu'on a cherché à voir quel était l'impact donc sur ce ratio énergie-protéine du choix des espèces là, dans les mélanges fourragers à base de luzerne. Donc, lorsqu'on parle de choix des espèces, donc il y a toujours beaucoup de débats aujourd'hui sur quels sont les meilleurs mélanges essentiellement utilisés. Est-ce qu'on doit utiliser des mélanges simples, des mélanges plus complexes? Mais de façon générale, la norme, peu importe quel que soit le choix, c'est que la luzerne est très souvent semée en mélange avec des graminées, mais aussi avec d'autres légumineuses parfois. Et bien sûr, le choix des espèces va avoir un impact là, sur non seulement la productivité des fois, mais surtout sur la valeur nutritive, puisque chacune des espèces va avoir des particularités. Donc, c'est une chose sur laquelle ce projet était basé. Donc, bien sûr, il y a des différences entre les deux grands groupes, les légumineuses versus les graminées, mais également des différences au sein des différentes espèces là, dans ces deux grands groupes là, avec des particularités sur lesquelles on va élaborer là, dans les prochaines diapos. Donc, le but ici, notre but était essentiellement de voir comment on pouvait affecter, donc possiblement augmenter le ratio énergie-protéine via le choix des espèces, possiblement en augmentant la concentration en énergie des mélanges et peut-être donc via une baisse de la protéine, surtout qui était plus dégradable. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a évalué différents mélanges qui étaient basés sur l'ajout de une ou plusieurs espèces, donc parmi 4 à la luzerne. Donc, la première de ces espèces, il y avait 2 légumineuses que nous avons évaluées et 2 graminées. Donc, la première des espèces de légumineuses était le trèfle rouge. Donc, c'est une espèce là, qui s'établit rapidement et qui est une espèce pérenne, mais qui va souvent agir comme une culture là, qui va produire pendant 2 saisons. Donc, on procède au semis, puis il va y avoir 2 années de production. Certaines variétés peuvent avoir une persistance un peu plus importante, mais de façon générale, souvent la productivité baisse à partir de la 3e année de production. Quelles sont ses caractéristiques en termes qui la distinguent de la luzerne, en termes de valeur nutritive? Il y a des études qui ont rapporté que sa concentration en GNF, donc en glucides non fibreux, surtout les sucres solubles, va être plus élevée lorsque comparée à la luzerne. De plus, quelque chose qui est assez bien documenté, c'est que sa protéine donc, est moins dégradable que pour la luzerne. Et on va revenir là-dessus un peu plus tard en regardant les résultats.
La deuxième espèce de légumineuse que nous avons évaluée était donc le lotier corniculé, qui est une espèce qui se distingue du trèfle rouge de par sa longévité. Donc, c'est une espèce qui peut donc persister dans nos environnements dans la plupart des cas, donc jusqu'à plus de 10 ans. Et elle se distingue de la luzerne de plusieurs façons, mais dans le cas qui nous intéresse, en termes de dégradabilité de la protéine, encore une fois, tel que le trèfle rouge, qui va être moindre que lorsque comparé à la luzerne. Et dans ce cas, c'est souvent associé, donc, cette plus faible dégradabilité de la protéine du lotier due à la présence d'éthanol. Dans le cas, donc ça, c'était les deux espèces que nous avons évaluées encore en mélange avec la luzerne. Les deux espèces de graminées que nous avons évaluées, la première, c'est la fléole des prés ou le ney, donc qui est bien sûr une espèce qui est très importante dans l'Est du Canada et au Québec. Elle se distingue donc par sa persistance, c'est une espèce qui tolère bien les conditions hivernales, donc qui va souvent avoir une persistance importante. Cependant, le bémol, c'est que c'est une espèce qui demeure sensible aux températures élevées, à la sécheresse, qui sont bien sûr des conditions qui deviennent de plus en plus fréquentes dans nos régions. Donc ça, c'est un petit bémol avec cette espèce-là. Étant une graminée, bien sûr, là, en conditions normales, si on compare donc la fléole des prés à la luzerne, donc ça va être une espèce qui va avoir des concentrations en protéines brutes qui vont être inférieures à la luzerne. Dans le cas de la quatrième et dernière espèce, donc la deuxième graminée que nous avons évaluée, bon, il s'agit de la fétuque élevée, qui est une espèce, donc, encore une fois, pérenne, donc qui va avoir une assez bonne persistance dans nos régions. Et elle va se distinguer, si on la compare à l'autre graminée qui a été évaluée dans ce projet, c'est qu'elle va se distinguer en étant plus tolérante aux températures élevées et à la sécheresse comparée à la fléole des prés. En termes de composition, si on la compare à la luzerne, elle va se distinguer de deux façons. C'est une espèce qui, de façon générale, va avoir des concentrations en glucides solubles dans l'eau qui vont être plus élevées que la luzerne. Et finalement, encore une fois, en étant une graminée, de façon générale, c'est une espèce qui va avoir des concentrations en protéines brutes qui vont être inférieures à la luzerne. Donc, on voit si on agit sur ces deux fronts, ça pourrait avoir un impact là, si on introduit ces espèces sur le ratio énergie-protéine. Donc, c'était ça le rationnel d'évaluer ces différentes espèces en mélange à la luzerne. Donc, en termes de méthodologie pour ce projet, c'était un projet qui était collaboratif, qui impliquait de nombreux chercheurs. Donc, comme je l'ai mentionné précédemment, notre but, c'était d'évaluer l'effet sur ce ratio énergie-protéine du fourrage sur l'effet d'ajouter le trèfle rouge ou le lotier en différentes proportions au semis et ou une graminée, donc qui était la fléole des prés ou la fétuque élevée à la luzerne. Donc, ça nous a permis d'avoir, comme on va voir bien prochaine diapo, une gamme là, de composition botanique là, avec ces différentes espèces. L'expérience a été réalisée à 3 sites à travers le Canada. Il y avait 2 sites qui étaient au Québec, donc à Sainte-Anne-de-Bellevue dans la région de Montréal et à Saint-Augustin dans la région de Québec, ainsi qu'à Agassiz qui est en Colombie-Britannique. Donc, ils ont été établis dans différentes années. Mais à chacun des sites, nous avons fait une prise de données pour les 2 premières années de production. Donc, elles ont été implantées et donc les 2 années suivantes, nous avons pris des données. Donc, nous avons un total de 6 années sites dans les résultats qui sont présentés aujourd'hui. Nous avons prise des données pour de nombreuses variables, mais aujourd'hui, on va se concentrer ou rapporter principalement les aspects de composition botanique et de valeur nutritive, mais nous avons bien sûr pris également les rendements annuels. La composition botanique a été faite via des quadras qui ont été pris à chacune des coupes et qui ont été effectués à la main. Et finalement, en termes de valeur nutritive, nous avons regardé plusieurs variables, mais on va se concentrer surtout aujourd'hui sur les composantes du ratio, donc GNF, glucides non fibreux sur protéines brutes.
Donc, ici, on a un tableau assez imposant, donc qui résume, présente les 21 traitements que nous avons évalués, sans rentrer dans les détails là, de chaque ligne ou chaque colonne. Je voudrais porter votre attention à la colonne de droite, donc qui présente les proportions au semis. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la luzerne, donc qui était le traitement numéro 1, donc on avait de la luzerne pure. Et par la suite, on a procédé à l'ajout d'une de ces une ou plusieurs, deux espèces parmi ces quatre là, qui étaient évaluées, trèfle rouge, lotier, fléau des prés ou fétuque élevé. Donc, on peut voir ici que dans ces cas-là, des traitements 1 à 7, nous avons procédé à l'ajout de trèfle rouge en différentes proportions, soit 25 à 75 au semis, sans aucune graminée ajoutée, ou c'était le lotier dans ces mêmes proportions. Et par la suite, on avait encore ces deux mêmes espèces parce qu'on les additionnait là, à la luzerne en différentes proportions, mais on procédait aussi à l'ajout de fléole. Donc, dans le cas des graminées, donc la fléole ou la fétuque, nous n'avons pas varié la proportion au semis. Ce fut le cas seulement pour le trèfle rouge et le lotier. Donc, tout ça, ça nous a donné un total de 21 traitements qui nous a permis d'obtenir des gammes là, en termes de composition botanique avec la proportion de chacune de ces espèces. Donc, qu'est-ce que ça a donné en termes de moyenne, là, si on assemble, on regroupe ces différents traitements? Ici, ce qu'on regarde, c'est qu'est-ce qui arrive en termes de composition suite à l'ajout d'une légumineuse. Donc, on peut voir dans le milieu, on regarde lorsqu'il n'y avait aucune légumineuse qui était ajoutée. Donc, ce qu'on avait, donc évidemment, c'était la luzerne, principalement 90% de matière sèche. Et on avait 10 de graminées en moyenne, très peu de mauvaises herbes dans chacun des cas. Dans le cas, si on fait la moyenne des 9 traitements pour lesquels du trèfle rouge a été ajouté, la moyenne était de 32 de trèfle rouge, environ 60 de luzerne, 10 de graminées. Et finalement, avec le lotier, le succès était un peu moindre en termes de proportion qu'on a atteinte. On avait en moyenne 7 mais ce n'est pas surprenant vu que c'est une espèce qui s'implante plus lentement comparé au trèfle rouge. Mais néanmoins, on a réussi à obtenir, comme on va voir un peu plus tard, une gamme là, en termes de proportion. Donc, comment ça se traduit en termes d'effets globaux si on regarde l'ANOVA ici, c'est les résultats de l'ANOVA. Si on regarde donc pour les variables d'intérêt principales, donc ici on compare donc les traitements qui avaient en moyenne 32 de trèfle rouge ajouté comparé aux traitements où il n'y avait pas de trèfle rouge qui était ajouté. Donc, c'est ce que les tartes ici représentent. Et donc, si on regarde ici, donc ça compare de façon globale lorsqu'il y avait l'ajout de trèfle rouge à hauteur là, en moyenne de 32 comparé à l'ajout de pas de trèfle rouge. Et ce qu'on a pu voir, c'est que chacune des variables d'intérêt a été affectée via l'ajout de trèfle rouge. Dans le cas des glucides non fibreux, on a observé une augmentation qui était significative. La protéine brute, ça a baissé et conséquemment, suite à ces deux changements, on a réussi à augmenter de 0,2 le ratio glucides non fibreux sur protéine brute. Donc, essentiellement, c'est ce qu'on a vu. La raison pour la baisse de la concentration en protéines, c'est parce que la luzerne avait des concentrations en protéines brutes qui étaient supérieures à celles du trèfle rouge, ce qui est la cause de ça. Si on regarde du côté l'impact de l'ajout du lotier, ce qu'on peut voir ici essentiellement, c'est que encore une fois, là, en moyenne, sur tous nos traitements, on a ajouté 7 de lotier. Et lorsqu'on compare donc les 9 traitements qui avaient du lotier ajouté à ceux qui n'avaient pas de lotier ajouté, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a eu aucun impact sur les concentrations en moyenne sur les concentrations en glucides non fibreux. Mais on a, tel qu'observé pour le trèfle rouge, on a observé une baisse là, en concentration en protéines brutes. Malgré cela, on a observé une hausse, mais qui n'était pas significative, là, donc du ratio glucides non fibreux sur protéines brutes. Puis encore ça, c'est en moyenne pour les 9 traitements là, qui avaient du lotier.
Si on regarde donc par la suite, le fait d'avoir donc ces 21 traitements puis une gamme là, de proportions de chacune de ces espèces, ça nous a permis de faire des régressions pour essayer d'avoir une meilleure idée donc de l'impact puis d'exploiter cette gamme là, de concentration qu'on avait. Donc, je représente ici, c'est donc cette régression donc qui représente le lien entre le pourcentage de légumineuses ajoutées au mélange versus les concentrations en glucides non fibreux. Donc, la réponse a été similaire pour le trèfle et le lotier. Donc, on vous présente ici pour ces deux espèces. Et ce qu'on peut observer, donc, c'est qu'il y avait un lien donc, entre le pourcentage de légumineuses et les glucides non fibreux. Donc, ce qu'on a observé, c'est que les glucides non fibreux augmentent de 0,037 pour chaque pourcentage de trèfle rouge ou de lotier ajouté. Et ceci reflète donc ce qu'on a vu dans les résultats globaux de l'ANOVA qui comparait tous les traitements avec trèfle rouge, lotier versus sans ces espèces-là. Donc, dans le cas du trèfle rouge, qui avait des concentrations en glucides non fibreux en moyenne supérieure à l'usine. Dans le cas du lotier, il n'y avait pas de différence sur l'ANOVA, mais peut-être ça reflétait une concentration moyenne qui était faible en étant 7 %. Mais si on peut voir la différence, fort probablement parce qu'on est capable d'avoir des concentrations qui sont une gamme qui nous permet, via la régression, de voir cette réponse-là. Dans le cas des protéines brutes, encore une fois, les deux espèces, la relation était la même pour les deux espèces, trèfle rouge et lotier. Donc, encore, c'est l'axe des X, vous voyez le pourcentage de légumineuses ajoutées au mélange. Et sur l'axe des Y, ce sont les pourcentages en protéines brutes. Ici, donc encore, ça reflète ce qu'on a vu dans l'ANOVA. Donc, il y a moins de protéines brutes dans le trèfle rouge et le lotier versus la luzerne. Donc, conséquemment, la protéine brute va diminuer de 0,025 % pour chaque pourcentage de trèfle rouge ou de lotier ajouté. Donc, si on prend ça donc, ensemble, donc qu'est-ce qui arrive avec le ratio glucides non fibreux sur protéines brutes? Encore une fois, les deux espèces vont réagir de façon semblable. Donc, ce qu'on observe ici, c'est que le ratio glucides non fibreux sur protéines brutes va augmenter de 0,005 pour chaque pourcentage de trèfle ou de lotier ajouté. Donc, ici, je tiens à noter, ma collègue Annie avait souligné qu'il y avait une amélioration de l'utilisation de l'azote dans le rumen, là, selon l'étude de Morby, jusqu'à un ratio là, de 1,4, 1,5. Cependant, ici, on peut voir, là, si on regarde nos valeurs, que nous démarrions donc à 1,5. Donc, il faut prendre ces ratios en contexte, c'est que différentes études peuvent utiliser des méthodes ou des méthodologies là, pour le dosage de différentes composés qui vont différer. Par exemple, dans notre cas, les concentrations en GNF ont été calculées à partir d'autres concentrations. Tandis que dans d'autres études telles que Morby, c'était quantifié via une méthode HPLC. Donc, c'est sûr que là, on a vu qu'il y a des corrélations, une forte corrélation de ces différentes méthodes de quantification, mais ultimement, ce qui arrive, c'est que les ratios ne sont pas directement comparables. Une parenthèse à souligner là, ici, c'est que j'ai mentionné précédemment que la protéine du trèfle rouge est moins dégradable là, selon la littérature que lorsque comparé à la luzerne. Même chose pour le lotier. Je vous présente ici, c'est donc la régression entre le pourcentage de légumineuses ajoutées et la fraction PB3, donc qui représente la fraction protéique qui n'est pas dégradable dans le rumen. Donc, bien sûr, toutes les protéines, comme vous savez peut-être, ne sont pas similaires en termes de dégradabilité dans le rumen. Certaines sont très rapidement dégradables et d'autres ne le sont pas. Donc, c'est ce que ça reflète cette fraction-là, donc PB3. Et donc, ici, ce qu'on peut voir, c'est que la réponse pour le lotier et le trèfle rouge n'était pas la même cette fois-ci. Et ce qu'on peut observer, c'est que notre hypothèse, donc on voit que si on augmente la proportion de trèfle rouge dans le mélange, on voit une augmentation de la fraction PB3.
Donc, ce qui n'était pas le cas pour le laitier, puis on est peut-être, je vais revenir là-dessus, pas surpris par ce résultat-là. Mais ce que je tiens à souligner, c'est que lorsqu'on prend le ratio GNF sur PB, on ne tient pas en compte donc cette différence-là de dégradabilité pour les différentes protéines ou sources d'azote qu'on retrouve dans les fourrages. Donc, une suggestion que nous avons ici, c'est qu'il y a d'autres ratios qui potentiellement pourraient être des meilleurs indicateurs du synchronisme des dégradabilités des sources d'énergie et de protéines. Et un ratio qui est suggéré, donc, ça serait d'utiliser le ratio GNF sur, non pas protéines brutes, mais plutôt l'azote non protéique, dont ANP, plus la fraction protéique PB1, qui représente celle qui est très rapidement dégradable donc, dans le rumen. Donc, en utilisant ce ratio-là, possiblement, ça représenterait mieux le synchronisme de dégradation des sources d'énergie et de protéines. Et lorsqu'on regarde pour ce ratio-là, donc quel est le lien? Donc, on voit que pour chaque pourcentage de trèfle rouge ajouté, il y a une augmentation de ce ratio de 0,024. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant dans le futur. Cependant, il va avoir besoin d'études animales in vitro ou animales in vivo pour comparer ces différents ratios. Donc, pour terminer, en termes du laitier, on n'a pas vu ce lien tel qu'on a vu avec le trèfle rouge, et fort probablement que ceci reflète que les concentrations en tanins qui contribuent à cette plus faible dégradation de façon globale rapportée dans la littérature pour le laitier comparé à la luzerne, donc pour la protéine, est associée à la présence de tanins. Dans notre étude, on a observé de très faibles concentrations en tanins, donc ça pourrait expliquer qu'on n'a pas observé ce lien entre les proportions de laitier et une augmentation de la fraction PB3. Là. Finalement, rapidement, quel a été l'impact de l'ajout de graminées? Donc, ici, un peu, donc c'est les résultats de la NOVA, comme on peut voir, mais ici, on voit les moyennes là, pour tous les traitements qui n'avaient aucune graminée ajoutée dans le centre, sur la droite, avec l'ajout de fétuque élevé, ou sur la gauche de fléol des prés. Et ce qu'on peut voir, donc, c'est que les graminées ajoutées ont été en moyenne sur tous les traitements avec la fétuque élevée, ont été en moyenne 20 et c'était moins 12 pour la fléole des prés. Donc, si on compare, on regarde les résultats de la NOVA, donc qui contrastent, donc, compare donc tous les traitements qui avaient de la fléole ajoutée en moyenne de 12 versus quand il n'y avait pas de fléole ajoutée. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il n'y avait pas de différence en termes de concentration en GNF. Il y avait une baisse en protéines brutes, qui n'est pas surprenante, là, vu que les graminées vont avoir moins de protéines comparées à la luzerne, et que cette baisse-là était suffisante pour être reflétée de façon significative dans le ratio GNF sur protéines brutes. Et finalement, pour la fétuque élevée, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait une baisse en GNF suite à l'ajout en moyenne 20 de fétuque élevée, une baisse en protéines brutes, ce qui n'est pas surprenant. Et malgré là, ces deux baisses, on a observé, dû à une forte baisse dans la concentration en protéines, une augmentation donc, du ratio GNF sur protéines brutes. Puis ça, c'est important de noter, donc, les concentrations dans la littérature là, en termes de glucides solubles dans l'eau pour la fétuque sont plus élevées que la luzerne, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, les glucides solubles dans l'eau ne sont pas la même chose que les glucides non fibreux. Donc, les choses à retenir en conclusion pour ce volet du projet. Quelles sont les conséquences de l'ajout d'une légumineuse? Donc, l'ajout de trèfle rouge et de laitier, selon les résultats de la régression, ont des concentrations donc en GNF, on a des concentrations en GNF supérieures à la luzerne. Donc, ça va affecter de façon globale les concentrations du mélange. La protéine du trèfle rouge est moins dégradable que celle de la luzerne, comme on a pu voir avec la fraction de PB3. Et l'ajout donc de trèfle rouge ou de laitier, un mélange à base de luzerne, donc améliore le ratio énergie-protéine brute. Dans le cas d'une graminée, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il n'y avait pas de relation entre la proportion de graminées et les concentrations en glucides et en protéines ou encore le ratio. C'est quelque chose que je n'ai pas eu le temps de vous présenter. Mais tout de même, de façon globale, l'ajout de fléole ou de fétuque améliore le ratio énergie-protéine via une diminution des concentrations en protéines brutes.
Donc, ceci conclut les résultats, la présentation des résultats pour ce volet. Je vais repasser la parole à ma collègue Annie qui va pouvoir partager avec vous les résultats du 3e volet. Je vais vous présenter le 3e volet qui était l'incubation in vitro. C'est les chercheurs Fadi Assana et Gaétan Tremblay qui étaient en charge de ce volet-là, mais ils n'étaient pas disponibles aujourd'hui, donc je vais me risquer. Alors, l'objectif du projet était de comparer les fourrages de luzerne ayant des rations énergie. Annie, c'est Amy, Oui. je m'excuse Ça de marche pas? t'interrompre. Oui, c'est beau, tu viens de replacer, tu viens de régler le problème en replaçant ton micro, on t'entendait pas fort. Désolée. Je te laisse OK. continuer. OK. Alors, l'objectif de ce volet-là, c'était de comparer des fourrages de luzerne qui avaient des ratios énergie-protéines très contrastés et par la technique de production de gaz in vitro. Donc, ils ont utilisé des fourrages qui étaient très contrastés pour les ratios GNF sur PB pour démontrer le concept. Alors, ils ont augmenté les GNF aux dépens des protéines brutes. Donc, ça veut dire qu'ils ont augmenté les GNF puis ils ont diminué les protéines brutes afin de maintenir le NDF constant, parce que selon la littérature, c'était la façon la plus performante pour avoir une grande différence entre les deux ratios, ce qui va permettre d'avoir un plus grand bénéfice au terme de l'efficacité d'utilisation de l'azote. Donc, en serre, on a produit la luzerne. Il y avait 36 fourrages qui étaient composés de 2 plants. Donc, il y avait des fourrages de ratio moins qui étaient composés de 2 plants qui avaient des ratios GNF-PB faibles et 2 plants qui étaient des ratios plus, donc des ratios GNF sur PB élevés. Donc, on avait 36 fourrages comme ça, 18 de chaque sorte. La composition chimique de ces fourrages-là, on avait pour les ratios moins une concentration en NDF similaire à ratio plus, une concentration en GNF inférieure au ratio plus, une concentration en protéines brutes supérieure pour le ratio moins et un ratio GNF sur PB inférieur pour le ratio moins que pour le ratio plus. Alors, tous ces fourrages-là ont été incubés in vitro avec un liquide ruminaire afin de regarder la production de gaz, la fermentation et la synthèse protéique. Alors, après 24 heures d'incubation, ils ont remarqué que les fourrages de ratio plus avaient 15% plus de production de gaz. Il y a une meilleure utilisation des nutriments, ce qui est comparable à ce que Alfonso Avila et ses collègues avaient observé. Les fourrages de ratio plus avaient 23% moins d'ammoniac synthétisé. Donc, il y avait moins d'ammoniac excrété dans l'environnement. C'était comparable à ce que Tawel et Hall et d'autres études avaient observé. Et il y avait une augmentation de 23% de plus de protéines microbiennes dans les ratios plus. Donc, la protéine utilisée était utilisée plus efficacement par les microbes du rumen, ce qui est comparable à ce que Brito avait observé. Donc, ce qu'on peut retenir de ce volet-là, c'est qu'il y avait une meilleure efficacité d'utilisation de l'azote sur les ratios plus, donc une réduction potentielle des pertes d'azote dans l'environnement. Les ratios extrêmes, donc le fait qu'on ait augmenté beaucoup les GNF et diminué beaucoup les protéines brutes n'a pas permis d'isoler chacun des composantes et de voir leur effet. Et que la prochaine étape, c'est de voir si nos populations qu'on a développées, la population de base et la population GNF4, on faire un essai in vitro afin de les comparer pour voir leur synthèse de protéines microbiennes. Donc, les principales réalisations de ce projet de recherche-là, c'était que la population de luzerne GNF4 a un potentiel commercial comme nouveau cultivar. Elle a un bon rendement comparable aux cultivars qui sont déjà sur le marché, une meilleure digestibilité, elle est riche en énergie, puis elle a un meilleur équilibre énergie-protéines. On a aussi démontré que l'ajout de trèfle rouge ou de lotier corniculé au mélange à base de luzerne a un meilleur équilibre énergie-protéines. Et on a également fait la preuve du concept qu'un meilleur équilibre énergie-protéines donne une meilleure efficacité d'utilisation de l'azote par les microbes du rumen
et moins de production de NH3. Donc, on a un Annie, est-ce que tu nous entends? Ah, Est-ce que ça on marche? t'entend. Ah, tu es de retour, Ah, ça fait Annie. combien de Bon, temps que vous m'entendez plus? ben, ça fait depuis juste la dernière, je sais pas, là, peut-être 30 secondes. Ah, Peut-être si tu OK. voudrais juste revenir peut-être sur Oui. ta dernière Ah, diapo? diapo, mais on a entendu, enfin, moi, de mon côté, si tu veux retourner, ouais, je pense que c'était plus. Voyons, Hum, hum, ici. hum. Oui, c'était vers la fin de celle-ci, là. Ça a coupé juste avant que tu parles de la réduction potentielle des pertes OK. d'azote dans l'environnement. Ben, c'est ça. Ben, cette étude-là demande que sans doute qu'on pourrait avoir une réduction potentielle des pertes d'azote dans l'environnement en utilisant des fourrages avec un meilleur équilibre énergie-protéines et d'améliorer là aussi la performance animale, donc la production de lait et la quantité de protéines microbiennes au niveau du lait. Et on voulait remercier tous nos collaborateurs qui ont travaillé sur cette étude, ainsi que tous les assistants de recherche et les étudiants qui ont participé aux travaux, et également la Grappe laitière d'avoir financé nos travaux de recherche. Merci beaucoup. Bien, merci Annie et Philippe pour cette présentation-là. Merci aussi à toutes. On voit ici que c'est une grosse équipe qui a travaillé sur ce projet-là et ça depuis des années. Enfin, c'était très intéressant ce que vous nous avez présenté aujourd'hui. On va passer maintenant à la période des questions. Je vous rappelle que si vous avez des questions pour les chercheurs, veuillez s'il vous plaît utiliser la fonction du chat pour poser vos questions. Puis les questions qu'on n'aura pas eu le temps de répondre avant la fin du webinaire, on va s'assurer de faire un suivi courriel par la suite pour ces questions-là. Donc, une première question pour Jean-Philippe, non, pour Philippe, excuse-moi. Donc, merci, OK. Une autre façon d'améliorer le ratio énergie-protéines dégradable aux rumen serait de sélectionner pour avoir des luzernes qui ont des protéines moins dégradables. Pensez-vous que ça serait possible? Ça serait une autre solution intéressante, sachant que les protéines de la luzerne sont très dégradables et qu'on a souvent des surplus de protéines dégradables dans les rations. Oui, bon point. Je vous passerai peut-être en fait la parole à ma collègue Annie parce que ce serait quelque chose qui serait fait de façon d'amélioration génétique. Donc, je pense que je ne sais pas si Annie t'a déjà considéré ça ou c'est quelque chose que tu as regardé, mais ce serait, je pense personnellement, quelque chose de possible, mais je vais laisser l'amélioratrice commenter. Oui, effectivement, ce serait intéressant de regarder de ce côté-là. C'est très difficile de faire l'amélioration génétique pour ces caractères-là. Même pour les sucres, c'est difficile. La protéine, qui a plusieurs composantes, un peu comme les sucres, mais les composantes sont difficiles à bien identifier et à bien quantifier. Fait que c'est peut-être un autre niveau de difficulté qui y arriverait. Fait qu'on a commencé par les sucres parce qu'on trouvait que c'était peut-être un petit peu plus facile, même si l'environnement joue un grand effet sur la concentration de sucre dans la journée. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Il n'y a personne à ma connaissance qui a commencé à travailler sur ça au niveau de la luzerne. OK. Merci Annie. J'ai une autre question en anglais. Je vais essayer de traduire au, euh, au fur et à mesure. Donc, disons que vous êtes plutôt un producteur laitier ou en tout cas un agriculteur. Euh, Quelles sont les implications des résultats de vos études? Qu'est-ce que on devrait faire ou changer par rapport à nos fourrages? Puis ça allait aussi justement avec
une autre question aussi qui allait un peu dans le même sens, puis qui demandait, mettons, à court terme, qu'est-ce que, un agriculteur peut faire ou qu'est-ce qu'il peut intégrer ou changer dans ses pratiques, mettons, à court terme, selon ce que vous avez observé dans vos études? Annie, moi, ben, je peux Plus commencer. Philippe, Ouais, oui. ouais, ok, je peux commencer. Ben, je pense de façon globale, c'est sûr qu'on n'a pas encore toutes les réponses, là, comme je l'ai mentionné Mmh. au cours de la présentation. C'est sûr que de façon théorique, là, on voit qu'il pourrait avoir un impact là, au point de vue là, de l'utilisation là, de l'azote. Là. Je pense que ça serait très positif au point de vue aussi bien économique là, qu'environnemental. Les résultats suggèrent qu'il y a un impact, là, mais encore une fois, on n'a pas fait là, vraiment d'une phase animale qui permettrait là, de faire un lien avec ce qu'on a observé là, au point de vue théorique, puis en pratique, c'est ce que je dirais. Mais en théorie, c'est sûr que, puis de toute façon, avoir une plus grande diversité au point de vue de la composition botanique au champ, là, si on considère l'aspect gestion, là, je pense qu'il y a des avantages de ce côté-là. Malgré qu'il y ait toujours des débats de mélange plus simple versus complexe, mais personnellement, je pense que plusieurs choses pointent à donc il pourrait avoir un avantage, même si on n'a pas encore les preuves au point de vue de phase animale. Là. Mais je pense que certaines de ce qu'on a pu voir là, pourrait être quelque chose là, qui serait intéressant. Je ne sais pas si Annie veut rajouter quelque chose, là, mais c'est ce que je dirais à cette étape-ci, mais qu'il y a une phase animale là, demeure nécessaire afin de voir si les changements qu'on a observés, là, par exemple en termes de gestion, ils n'étaient pas si importants que ça, là, mais est-ce que ça se traduit vraiment par quelque chose là, qui se reflète au point de vue animal? Annie? Au niveau génétique, en tout cas pour la luzerne, il n'y a pas encore de cultivar disponible pour l'utilisation directement à la ferme. Utiliser des espèces, comme disait Philippe, qui ont un meilleur ratio énergie-protéine, comme ils ont fait au Royaume-Uni, là, donc utiliser des raies gras qui sont plus riches en sucre pourrait être une optique là, pour, dans des mélanges. Mais en génétique, on n'est pas encore rendu là. Merci. Je vais peut-être poser une question personnelle, là, parlant de, tu viens de conclure en disant en génétique, on n'est pas rendu là. Euh, je me demandais on peut entrevoir ça dans un horizon, disons, de combien de temps, par exemple, de voir un nouveau cultivar là, de luzerne qui serait vraiment, mettons, disponible là, pour être semé par les producteurs canadiens. On a fait la plus grande partie du travail. Quand le développement d'un cultivar, on a les 10 premières années, c'est vraiment développer la population, faire la recherche pour développer la population. Après ça, on a 3 ans d'essai au champ, de validation pour l'enregistrement. Puis après ça, là, on l'offre aux compagnies. Et là, il y a multiplication de semences. Ça prend, tout dépendant d'où est-ce qu'on l'envoie dans le monde, ça peut prendre de 2 à 3 ans avant d'avoir assez de semences pour pouvoir le commercialiser. Donc, si on regarde ça, il nous restera à peu près 7 ans avant qu'il soit disponible sur le marché. OK. OK. Ben quand même, c'est quand même, on est quand même plus proche Oui, c'est ça qu'on est. qu'au début des travaux. OK. Mais merci. Il y a une dernière question ici que je vais prendre le temps de poser. Les autres, on fera un suivi par courriel. Augmenter le trèfle dans le mélange, je m'excuse, je traduis là, au fur et à mesure. Augmenter le trèfle dans le mélange améliorera le profil en acide gras dans le lait des vaches. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? Euh, en termes des acides gras saturés versus insaturés. Bonne question. Je ne suis pas un nutritionniste. Je ne sais pas si Annie est plus nutritionniste que moi, mais je pense que je laisserai ça la réponse à des nutritionnistes de ce côté-là. Là. Je ne veux pas prétendre être un nutritionniste animal pour stipuler sur l'impact, mais c'est sûr que, tel que la personne a posé la question, là, ça va influencer donc, les performances animales, mais je ne voudrais pas commenter. Là.
sur les bienfaits ou quoi que ce soit là, en termes de ce qu'on a observé en termes de différence. Donc, mais encore une fois, comme j'ai mentionné, une plus grande diversité va souvent apporter là, des avantages là, comparé à quelque chose qui est moins diversifié. OK. Bon, mais merci pour cette partie-là. On va. OK, je vois. Oui, il y a peut-être. Je pense que cette question-là venait de Gisèle, puis Gisèle a la main levée. Donc, Gisèle Lapointe, Université de Guelph. Voulais-tu intervenir, Gisèle? Oui, c'était plutôt un commentaire plutôt qu'une OK, question, parce que OK, j'ai OK. assisté à un séminaire hier où j'ai appris que l'augmentation de trèfle dans le régime augmenterait les acides gras insaturés comparé aux saturés. Donc, c'est un autre avantage si le producteur cherche à modifier le profil des acides gras du lait. Merci. OK. Bon, Merci. ben, merci Gisèle pour ce commentaire-là. Donc, en tout cas, on voit que c'est un domaine où est-ce que je pense il nous reste encore beaucoup de choses aussi à apprendre et explorer. Comme je dis, on doit clore la période de questions à ce moment-ci. On fera le suivi pour les autres questions qui demeurent en suspens. Donc, encore une fois, je voulais vous remercier. À vous tous d'avoir participé à l'événement aujourd'hui. Remercier nos chercheurs qui ont présenté. Ainsi que, comme j'ai dit, toutes les équipes, les gens qui ont travaillé avec vous depuis ces dernières années. De notre côté, le prochain webinaire qui sera organisé, il aura lieu en mai. La promotion sera bientôt partagée via courriel. Donc, une dernière fois, merci. Puis, on espère tous vous revoir lors d'un prochain événement. Bonne fin de journée, tout le monde. Merci, au revoir. Bye bye. Merci, au revoir.